Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce cours un peu particulier puisqu'on va s'intéresser aux droits de l'enfant. Vous savez certainement que les enfants ont des droits. Le droit d'être considéré comme une personne à part entière. Le droit d'être aimé, simplement. Le droit d'avoir une formation. Les enfants ont aussi le droit de grandir sans violence, sans subir les actes de guerre ou les abus sexuels, bien entendu. On sait par exemple que des jeunes filles afghanes sont tuées parce qu'elles refusent le mari qu'on leur impose. Les enfants ont aussi le droit de grandir, et ça peut peut-être être nouveau pour vous, sans subir de violence ni physique ni psychologique de la part de leurs parents. Il existe même un pays, la Suède, où la fessée dans la famille est interdite depuis 2 générations. On constate que les enfants qui grandissent sans violence sont plus tranquilles, plus équilibrés. Ils ont aussi plus de réussite à l'école. Et comme ils ont été écoutés par leurs parents, eh bien, ils sont eux-mêmes plus ouverts au dialogue et certainement plus ouverts aussi à la notion même de démocratie. Cela fait quelques années que je m'intéresse aux droits de l'enfant et aux conséquences de la violence éducative. C'est un débat citoyen, comme l'atteste ce vidéoclip lancé en 2008 par le Conseil de l'Europe pour sensibiliser les adultes à l'importance du respect de l'enfant. 27 pays européens ont interdit la fessée dans les familles et à l'heure où nous montons ce film, la France vient de faire de même. Mais comment toucher les nouveaux arrivants qui bien souvent ont un vécu éducatif plutôt traditionnel ? Certains ne connaissent pas l'existence d'une charte internationale en faveur des droits de l'enfant. D'où l'idée de proposer sur ce thème une activité à des jeunes migrants. C'est le résultat de ce travail que vous allez découvrir, une recherche qui débute par la projection d'un film où l'on apprend que la Suède a interdit la fessée depuis 37 ans. C'est ça. Donc pour eux, ils ont même prononcé quel mot? Un crime. C'est un crime. Pour eux, c'est un crime. Ça peut nous paraître un petit peu excessif, mais pour eux, c'est un crime. C'est juste une petite fessée quelquefois pour qu'il apprenne que c'est pas bien ce qu'il a fait. Les enfants, par exemple, si on donne une petite fessée, quand même, il va se rappeler, mon papa, il m'a tapé et tout ça, c'est un peu psychique aussi. Par exemple, si la fessée, les parents, s'ils pensent que la fessée, ça ne sert à rien, ou par exemple, ça ne fait pas de mal aux enfants, mais pour les enfants, c'est quelque chose de très mal en fait, parce que ça peut rester pendant toute leur vie. Dans son enfance, ils ont reçu aussi des petites violences ou des grosses violences. Ou des grosses violences. Et donc, du coup, ils ont l'habitude de penser que c'est juste. Voilà. Ton enfant, il va être drogué, il va être défoncé, tout ça. C'est mieux de les taper que d'être drogué. Les débats sont vifs. Certains jeunes soutiennent clairement la violence éducative dite ordinaire. Le point de vue des parents suédois leur paraît aberrant. D'autres sont plus nuancés et prennent déjà le parti de l'enfant. Ils s'interrogent sur l'éducation reçue par leurs parents, sur l'évolution de la parentalité. Mais leurs remarques montrent qu'en règle générale, ils ont aussi reçu des coups et les justifient, comme leurs aînés. Est-ce que vous avez déjà parlé avec vos parents de savoir quel type d'éducation ils ont reçu? Est-ce qu'ils ont reçu des coups? Comment ça se passait dans leur pays? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Moi, mes parents m'ont dit que les professeurs avant, ils étaient trop stricts, c'était comme une dictature. À l'époque, les professeurs ils avaient le droit d'appeler enfants. Genre, un des élèves, par exemple, il n'a pas fait son devoir, il est allé, il fait comme ça avec pour montrer les choses sur le tableau. En fait, à l'époque, les parents ils appelaient les enfants. Et maintenant aussi, il y a encore une cas parce que, comme ici au Sud, il n'y a pas une association que les enfants pourraient aller parler, ils ne soutiennent pas trop les enfants.
Est-ce que tu veux dire que le respect, pour avoir du respect, il faut recevoir de temps en temps des fessées? C'est les coups. Oui. En fait, les parents, ils tapent pas sur nous, ils expliquent aussi. Donc voilà. Taper et expliquer. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe chez un enfant qui a été violenté et qui concerne au fait toute la société? Nos jeunes migrants ont besoin d'informations sur les conséquences de la violence éducative, après quoi il leur faudra aller plus avant dans leurs investigations sur la base d'un sujet de leur choix. Nous voici donc en centre de documentation. À Genève, les jeunes des classes d'accueil peuvent provenir des 5 continents. Ils ont souvent connu un parcours difficile, surtout dans le contexte de la crise actuelle, mais sont le plus souvent avides d'apprendre et de s'intégrer. Leur connaissance du français est bien sûr relative. Les voilà justement confrontés aux difficultés de la recherche documentaire, à des notions nouvelles pour eux, à des informations parfois troublantes. Comment réagissent-ils? L'idée que les enfants ont des droits n'est pas une chose si évidente dans leur culture. Il faut se rappeler que beaucoup ont grandi dans une société patriarcale, dans laquelle les violences familiales sont monnaie courante. Au Chili, par exemple, les 3/4 des enfants subissent des maltraitances, selon un rapport de l'UNICEF. On les considère comme des objets que l'on peut frapper pour éduquer. En Afrique, les châtiments corporels sont également fréquents, dans les écoles, mais aussi dans les familles. En Syrie, d'où proviennent un certain nombre de nos élèves, la falaka est encore utilisée dans les écoles. Il s'agit d'un châtiment où l'on frappe les enfants sur la plante des pieds avec un bâton, et cela parfois devant toute la classe. Et j'en passe. Donc un vécu très différent de celui de nos jeunes, même si des violences existent bien sûr aussi chez nous. C'est le moment de choisir un article et de s'y plonger. La préparation de leur exposé va leur demander de gros efforts de compréhension et d'expression française. En partant de leur propre expérience de la violence éducative, ils vont donc s'intéresser aux droits de l'enfant en général et se rendre compte qu'ils sont directement concernés. Leur positionnement face à cette violence va évoluer. Je pense que la violence éducative est un bon point d'entrée pour parler des droits de l'enfant, car tous y sont confrontés. Donc les débats sont forcément très animés. Et certains défendent même clairement la violence qu'ils ont subie, le fameux j'ai été frappé et je n'en suis pas mort. Je leur demande de se concentrer sur un article qu'ils ont choisi en centre de documentation et d'aborder la question des droits du point de vue de l'enfant. Ils peuvent alors s'identifier au sujet qu'ils ont choisi et petit à petit se connecter avec empathie avec l'enfant qu'ils ont été. Et puis finalement, ils font un exposé devant leurs camarades et c'est toujours très émouvant. La plupart des personnes ont quitté leur pays pour échapper à un contexte de conflit ou de violation des droits humains. Et ce sont des migrants et des réfugiés des pays comme Syrie, Égypte, Nigeria, Palestine et les autres pays qui sont dans les mauvaises situations. Et à mon avis, je crois que c'est vraiment important de penser aux gens qui fuient leur pays, parce que, enfin, surtout les femmes et les enfants, parce que personne ne va quitter son pays. Aujourd'hui, la majorité des migrants qui fuient leur pays, c'est à cause de problèmes de famille ou de la guerre qui les oblige. Et donc, je vais vous parler de la définition du viol et un peu pour les statistiques en France. La moitié de viols sont commis dans le cadre d'un couple, mais la frontière est parfois floue entre une relation acceptable, faite d'arrangements entre partenaires, et une situation de violence sexuelle. Si ils sont là-bas, après vous se dites, ah, on peut les violer parce qu'ils sont habillés comme ça. C'est pas les habits qui leur fait pour violer. C'est vous qui ne contrôlez pas votre hormone là. En général, il faut aider les femmes, pour être plus prudentes, tu vois, donner des armes par exemple. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a calculé que 40 millions d'enfants de moins de 15 ans souffrent de maltraitance et d'abandon moral et ont besoin de soins de santé et de protection sociale. Alors que nous tournons ces séquences, un drame vient hélas renforcer cette conviction. Un jeune homme que certains d'entre nous connaissaient a été tué par balle à bout portant dans un quartier voisin.
Son meurtrier lui-même, un ami, n'explique pas ce qui l'a poussé à vider son chargeur contre le malheureux. Les élèves s'interrogent. C'est pour ça qu'il faut vraiment écouter et respecter les autres. Comme ça, on évite la violence. Parce que la violence, c'est pourquoi? Parce qu'on se dispute, parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on ne se respecte pas. J'ai une question. Est-ce que vous croyez que vous étiez capable de torturer quelqu'un parce qu'une autorité vous le demande? Par exemple, si quelqu'un garde une personne de ta famille et te dit vas-y, fais ça, sinon on tue la personne. Là-bas, tu vas obéir parce qu'il faut pour protéger quelqu'un que tu aimes. J'ai choisi les droits des femmes voilées, la burqa et la République. Faut-il interdire le voile intégral? Ils tuent des chrétiens, des prêtres et tout ça. On voit à la télévision, on voit partout qu'il y a des chrétiens qui sont morts là-bas à cause qu'ils sont chrétiens. Et ils sont tués par des personnes là-bas. Et c'est ça que eux là-bas, ils n'acceptent pas que moi je me la croie. Pourquoi moi je vais accepter qu'ici ils mettent les habits noirs et tout ça? Même à Dubaï, ils sont tous des musulmans, mais quand tu vas à touriste, tu mets des shorts, personne ne va te dire quelque chose. Personne ne va te tuer. Ça veut dire, si vous êtes musulman, si vous êtes catholique, si vous êtes bouddhiste ou je sais pas quoi, si vous êtes noir, blanc, chinois, si vous venez de Pakistan, de Tchéquie ou de je sais pas où, c'est toujours la mélange. On ne se supporte pas, on est toujours en nous, on est toujours un peu de raciste autour de nous quand on va les gens. C'est ça que tu as dit, Nicole, on va à l'éducation. Erika, c'est toi qui as dit pour l'éducation. C'est que, par exemple, moi, j'ai grandi en Grèce et j'ai appris que, par exemple, il faut faire attention à quelques gens. Il n'y a pas de noirs, par exemple, en Grèce. Okay, et ça, moi, j'ai grandi en apprenant que le noir, il faut faire attention. Il faut faire les Albanais, il faut faire attention. Tout ça. Les Arabes, il faut faire attention. Et maintenant, je viens ici, c'est totalement différent. Ici, c'est tout un mélange. Et je suis d'accord avec ça. Je dis pas, mais c'est que voilà, l'éducation m'a appris que voilà, c'est ça les choses, c'est comme ça. Moi, j'ai choisi un sujet, transfert des enfants réunionnais. La Réunion, c'est un pays qui appartient maintenant à la France. Ils sont passés toute leur enfance loin de leurs parents. Je pense que ça, c'est aussi beaucoup difficile de passer loin de leurs parents en enfance, de ne pas écouter parce qu'avant, il n'y avait pas d'internet pour les appeler, pour faire un Skype ou quelque chose comme ça. Ça, c'est parce que si les enfants souffrent lui-même, après, je pense qu'il ne va pas avoir envie d'étudier, de vivre dans l'autre pays. Au terme de ces découvertes, c'est finalement notre vidéaste qui partage son témoignage. Les jeunes migrants y sont particulièrement attentifs puisqu'il a suivi le même parcours. Antonio réaffirme l'importance, au sein même de l'école, d'une sensibilisation aux droits de l'enfant et aux conséquences de la violence éducative ordinaire. J'étais en classe d'accueil comme vous, donc j'ai dû apprendre à parler le français, etc. Parce que je suis portugais, j'ai habité au Portugal. Et donc je viens d'une famille portugaise, donc comme j'ai habité pas mal de temps au Portugal, donc mes parents, ils ont un peu une mentalité assez comment dire ça, assez traditionnelle du pays, donc tout le monde, que les enfants, s'ils font des bêtises, il faut les taper, etc., etc. Et donc moi, quand j'étais petit, je faisais plein de bêtises, et donc mes parents, ils me tapaient beaucoup. Et tout ça, c'est des choses que je voyais à travers mes parents, même avec mes petits frères, que je voyais que mes parents, c'était des... quand ils étaient petits eux-mêmes, leurs parents les ont tapés. Donc je l'ai vu, j'ai vu la même chose se reproduire avec moi au début, parce que j'étais je suis le plus grand. Ensuite, ensuite avec mes petits frères, et heureusement que j'ai grandi, et donc je suis arrivé à l'âge où je peux quand même parler à mes parents et leur expliquer des choses que j'ai appris. Et donc moi-même à mes parents, surtout à ma mère, je lui ai dit que c'est bon, enfin, on n'a pas besoin de taper les enfants pour pouvoir les éduquer, on peut faire autrement. Parce que c'était quelque chose que j'ai appris à l'école. Au jour d'aujourd'hui, ma mère, je ne suis pas en train de dire qu'elle a tout oublié et qu'elle ne va plus jamais taper ses enfants, mais ça va mieux, enfin,
En tout cas, elle ne fait plus à mes petits frères ce qu'elle pouvait me faire à moi à l'époque. Mais en Suisse, la culture du consensus implique que tout citoyen forme sa propre opinion et respecte celle des autres. Et cela s'apprend dès l'enfance. Les migrants souffrent d'une carence en la matière et nous devons leur permettre de prendre le train en marche, pour leur bien et pour celui de tous.